Salut à tous, on se retrouve dans le podcast Relentless numéro 39. Aujourd'hui, on va faire un question-réponse avec Adrien Plastre. Euh, déjà, attends. Bon, on va pas couper cette fois, mais ça fait deux fois qu'on essaie de Allez-y. repartir, ça commence bien. Euh, Ça serait bien qu'on fasse le point, comme d'habitude, sur enfin, sur nos situations entre guillemets. Euh, Où t'en es, Adrien, dans tes entraînements? Bah écoute, donc, on a fait une phase, on va dire, très peu spécifique, tout simplement parce que bah, ça me permettait d'avoir plus de temps pour autre chose et puis, enfin, les séances étaient beaucoup plus courtes, puis on est parti une programmation en fait, sans rentrer dans les détails avec des fourchettes de répétition assez grandes et moi j'adore ça en fait donc bah voilà c'était l'occasion de faire un truc fun et puis en fait je pense que je réponds plutôt bien à ce type de format et du coup bah là l'idée en fait c'est de faire une compétition pour se qualifier pour les France Masters. Du coup on a bon, tout simplement réintroduit un peu de spécificité en réintroduisant des singles donc là c'est cette semaine la première semaine où voilà, comme tu l'as dit, comme je l'ai mis dans une story, sans se tendre les couilles, parce que j'aime bien cette expression, sans se tendre les couilles, je réintroduis une single. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, et puis j'en ai profité pour reprendre avec le capteur de vitesse. Comme ça, j'aurai j'ai mes datas là-dessus et ça me permet de. Ah, Il est revenu. du coup, je sais pas si ça a bien enregistré le début. Bah, on va recommencer du coup. Ah, Qu'est-ce que tu putain. veux. Oh là là, c'est terrible. Bah là, je sais pas non plus. Moi, j'upload là, j'upload totalement là. Je suis complètement dans l'upload. Bah, moi C'est aussi, marqué. c'est marqué uploading. Ouais, mais du coup, on sait pas ce qu'on a, on sait pas ce qu'on n'a pas quoi. Ah, c'est pas grave, il y avait pas de trucs. Donc Non, non, on a parlé 2 minutes. vas-y, on reprend. Là, ok, là, pour résumer, tu disais que tu avais réintroduit des singles et le capteur de vitesse. Voilà. Et donc, bah, tout simplement, le capteur de vitesse, bah, ça me permet de, vu que j'ai des données d'avant, ça me permet vu et que j'ai pas fait de single pendant un certain temps, ça me permet tout de suite d'avoir une mesure objective de mes perfs. Après, bon, c'est pas obligatoire, mais vu que je les avais, je l'ai réintroduit. Et voilà, et du coup, bah, l'objectif, c'est de se qualifier sur une compétition d'ici avril. Et après, préparation peut-être, enfin voilà, sur préparation pour les France qui s'enchaînent derrière, hein, tout simplement. Voilà. Euh, Ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, on n'a pas besoin d'avoir les curseurs à fond pour la Non. qualif. Parce que c'est pas non plus, enfin, ça demande pas non plus que tu sois à 200% sur Non, ta non, non. préparation. Et en plus, c'est pas le but là. Du coup, de là, c'est juste de se contenter de remonter un peu ton niveau de forme et Hmm. d'avoir ce qu'il faut pour faire la qualif. T'as fait quoi comme barre cette semaine? Alors, les singles, sur le squat, j'ai fait 2,10. Franchement, plutôt agréablement surpris parce qu'en fait, je suis pas monté au-dessus de 200 depuis, enfin, c'est rien du tout, mais je suis pas monté au-dessus de 200 depuis plus de 3 mois, je pense. Et là, c'est passé très facilement. Voilà. Sur le deadlift, j'ai fait 2,20, pareil. Bon, ouais, le deadlift, ce qu'il faut dire, c'est que j'en ai vraiment pas fait depuis 3 ou 4 mois. Je faisais du SLDL. Ouais. Donc, les repères, voilà, bon, voilà, voilà, c'est vite revenu, hein. J'ai fait des singles, je suis monté à 2,20. Pareil, là, le RP indiqué était 6,5. Je pense pas être à 6,5, mais pour la première semaine, j'ai juste voulu faire une barre, voilà. Et, et, euh, et après, sur le bench, je l'ai pas encore fait, je le fais aujourd'hui. Donc, je te dirai tout à l'heure. T'avais pas fait une petite single la semaine dernière? Ah oui, alors, sur le bench, effectivement, la semaine dernière, vu que je savais qu'on allait changer un petit peu la prog, et que la semaine dernière elle était un petit peu chaotique niveau entraînement,
j'en ai profité pour faire une séance un peu typée comme on allait faire là. Donc j'ai fait une single à 150, sachant que l'idée c'était, en fait j'ai pas mal de douleurs aux épaules, même si ça avance dans la bonne direction. Et là je me suis rendu compte en fait que en écartant le grip, j'avais toujours des petites douleurs, mais c'était beaucoup moins intense. Et du coup, je suis monté à 150 comme ça. Sachant que là, pareil, je crois que les plus grosses barres que j'ai fait, sachant que j'étais en x10, bah je crois que j'ai fait 3 séries de 10 à 130, c'est les plus grosses barres que j'ai fait avec ces problèmes d'épaule, donc Ouais. c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Sachant que au France Master de l'année dernière, je crois que j'avais fait, je suis même plus sûr, mais je crois que j'avais fait 162,5 au bench, ce qui est pas du tout, enfin, satisfaisant pour moi. Mais je veux dire, tu vois, l'écart, il est pas si, Non. alors que j'ai pas fait de single depuis 15 plombes, je suis pas trop mécontent. Donc, voir. Si l'épaule coopère, t'aurais limite moyen de faire mieux là Ah bah, je pense, ouais. sur la qualif, mais ça fait super longtemps qu'on se le dit. Il y a clairement un truc à exploiter avec ce volume. Et là, au final, Hmm. on a fait un truc super. T'es dans une phase C'est où ultra simple. t'es même pas investi à 100%. On a fait un truc, on a mis en Non. place des formats super linéaires, super simples. Et tu reprends des singles sur une bonne base parce qu'au squat, Ouais. là, vu comment ça vole de 10, tu pourrais très facilement et rapidement monter sur de 50, je pense, tu vois, Ouais, ouais, je pense aussi, ouais. juste entre conditionnant. Ouais. Donc Mais c'est assez intéressant. ça remet aussi en question un petit peu le volume dont j'ai besoin pour progresser. Parce que même si on avait bien, on avait bien taillé sur le volume quand même, enfin c'était assez light hein, finalement, et très peu spécifique. Le truc qui s'ajoute en plus de ça, c'est que là, les 2 dernières semaines, j'avais en moyenne, j'ai peut-être fait 2 entraînements la première semaine et la deuxième semaine, un entraînement, tu vois. Et je reviens, je pensais que je pensais que j'allais pas me sentir bien sous la barre, mais en fait, aucun problème, tu vois. Voilà, donc ça, Ah, tu sais, je t'avais dit, il y a une période où tu me disais, ce serait bien qu'on rajoute du volume. ouais, ouais, Et je t'avais dit, moi, je pense qu'une approche ouais, ouais, t'avais minimaliste raison. Ouais. pourrait te convenir. Bon, bah, du Mhm. coup, enfin, Donc ça marche. on a peut-être un début de Mhm. réponse. Mais c'est tout l'intérêt d'être coaché, ça. Parce que enfin moi, quand tu te coaches tout seul, tu te remets en question et le fait d'avoir un avis, peu importe en fait ton niveau d'expérience, je pense, le fait d'en avoir un avis extérieur, bah, peut-être que je serais arrivé à la même conclusion tout seul, mais je me serais planté avant en fait. Tu vois, alors que là, voilà. Après, il faut se laisser coacher aussi, parce que là, je t'ai écouté, mais il y a des gens qui auraient insisté pour faire autrement, quoi, je pense. Enfin bref. Moi, je sais que je suis pas coachable. Oui, mais après, ça dépend de ton tempérament. Ça Ouais, dépend de ouais, ton ça tempérament. Puis dépend du. moi je te laisse faire parce que je te fais confiance, mais aujourd'hui, aujourd'hui, j'aurais du mal à faire confiance. Enfin, il n'y a pas Ouais. beaucoup de gens qui pourraient me coacher, je pense. Bah, surtout quand on a été déçu de pas mal de Oui, coachs ouais, c'est ça. euh, Mm, et qu'on mm. a vu certaines entourloupes, quoi. Exact. On a du métier. Euh, bon, sinon, ouais, on a fait le tour là Ouais, ouais, du coup, l'objectif là, c'est de se qualifier au mois d'avril là pour toi. ouais. Ouais. Et comme tu l'as dit, alors sans trop m'avancer, normalement, je devrais pas trop avoir de mal à le faire. Les minima, ils sont pas très hauts. Et du coup, ça me permettra d'y aller tranquille et puis après Ouais. d'enchaîner sur une prépa en mettant un peu plus de d'investissement, on va dire. Très bien. Du coup, je sais plus ce que j'avais dit dans le précédent Q&A, mais T'avais fait 300. bah, ouais, C'est j'avais pas fait là. 3. Ouais, T'avais fait 300 au deadlift. et j'étais sur une bonne dynamique au bench et au squat aussi. J'avais squat de 20 à genre 0,34 en vitesse, ce qui est très très rapide. Je pense que ce jour-là, j'aurais pu PR ce jour-là, tu vois. J'aurais pu faire Mhm. 2,35. Sauf que le jour où j'ai fait ça, je me suis dit, si tu fais ça, je me connais, tu vas prendre une cartouche, tu vas niquer ton élan, alors que ça se trouve, t'es capable de monter au-delà de ça en gardant le même élan. Mhm. Et je suis un gros connard parce que le bloc d'après, alors que je m'étais promis de pas me forcer à faire plus, tu vois, si sur un bloc j'avais une petite réduction de Ouais. performance, le bloc d'après, je suis arrivé sur ma peak week au squat.
et je me sentais pas super bien sous la barre. Et j'ai voulu forcer le truc et mettre plus que le bloc d'avant, donc j'ai mis 2,22, tu Ouais. vois, parce que c'était pas fou, mais je savais que je pouvais les faire, donc je les ai fait. Mais c'était significativement plus dur que les 2,20 que j'avais fait le bloc d'avant. Alors que tu vois, sur ce jour-là, j'aurais dû mettre 2,12, 2,15 grand max pour faire un truc fluide Ouais, et ouais. bien continuer par la suite. Et je me suis pris une cartouche, je me suis fait mal au genou. Et du Ah coup, merde. derrière, ça m'a valu un bloc, un bloc ou un bloc qui était pourri. Au final, les dernières semaines, j'ai plus fait de squat pour pouvoir récupérer au niveau du genou. Mhm. Et il m'a fallu un bloc à un squat par semaine pour me remettre dedans. Et là, c'est le bloc qui arrive, je vais reprendre enfin tout reconstruire tout quoi, et essayer de retourner sur la dynamique sur Ok, laquelle. ok. Mais ça me fait marrer de te dire ça parce qu'on en a parlé tellement de fois tu sais, de pas Ah forcer ouais. de pas forcer le truc. Et tu relatais Et ça, aussi des fois c'est. où tu avais eu des phases d'entraînement où quand tu forçais pas les choses, juste tu suivais Ça allait tout ton seul. protocole, ça montait tout seul. Hmm. Mais Et ouais, des fois, quand t'es dans la séance, enfin, tu décroches le cerveau, quoi. ah, ouais, Et c'est difficile. Bon, après, c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu aussi remettre le capteur de vitesse. Et cette fois-ci, en fait, le but de moi de remettre le capteur de vitesse, c'est de me dire, bon, je vais m'y tenir, en fait. Je vais dire, ah, voilà, je vais pas aller chercher à comprendre. Après, bon, bah, on verra ce qui se passe. Mais, mais le but, c'est ça, c'est de pas chercher à comprendre et dire, bah là, t'arrêtes. Et en fait, c'est complètement con parce que mes meilleures performances, c'est comme ça que je les ai fait. Quand j'étais coaché par Wilson, où j'ai fait mes meilleures barres, en fait, bah, le programme était ce qu'il était, mais honnêtement, a posteriori, ce que je me dis, c'est que vraiment le vecteur de performance, c'était le fait que j'allais faire ma séance et je mettais le poids qu'il me disait de mettre sur la barre et des fois c'était plus facile. Bah, souvent c'était plus facile, enfin c'était facile, enfin facile. Je me donne quoi, t'avais tu de la vois. marge. Mais j'avais de la marge et jamais je me mettais jamais je me mettais dans le rouge rouge quoi. À part sur certaines semaines de fin de bloc ou des choses comme ça, mais et je me posais zéro question et c'est là où j'ai mieux performé. Et en fait, il faut juste que j'arrive à refaire pareil. Mais Mais quand tu arrives à mettre une dynamique comme ça, il y a toujours un moment donné où tu même as, t'es con comme une le merde. switch et tu redeviens con, tu vois, tu redeviens ton ancien toi, Ouais, ouais, tu vois. ouais, ouais, Et moi, c'est toujours pareil. Alors après, j'ai de ouais, la chance parce que sur le terre, sur le deadlift, ça me pénalise pas. Il y a hum, des blocs où j'ai fait de la merde. Derrière, j'arrive tout de suite à ouais, reprendre un bon élan parce que je pense que je suis relativement bien fait pour ce mouvement-là. Tu vois, c'est hum, contrairement au squat et au bench où il faut que j'accumule beaucoup ouais, plus d'élan. Je reprends vite de l'élan sur le terre. Et du hum, coup, là, pour ce qu'on discutait, suite aux 300, je suis redescendu sur un bloc parce que tu sais, je suis un système ondulatoire de vagues. ouais, Je suis redescendu sur un bloc de doublé, donc j'ai doublé de 85, ce qui était un PR. Je suis passé sur un bloc de triplé. Je me suis dit, je vais tripler 2,80, ce qui était assez ambitieux parce que mon PR en triplé c'était 2,70. ouais. Et en plus, T'as fait 2,75 là, j'ai eu. ouais, mais ça c'est un Si bloc je plus vais te dire. tard. D'accord, ok. J'ai eu un bloc de triplé en fait, et je fais complètement de la merde dessus. Ah, Et j'ai essayé en plus entre guillemets, de faire une modif technique qui avait pas lieu d'être. Tu vois, et aïe vraiment, aïe aïe. erreur Tu de, coches toutes les erreur, mauvaises cases là. Erreur de merde. erreur de Je modifie ma débutant. technique. Ah ouais, mais vraiment, vraiment, je me suis insulté. Je me suis dit, t'es vraiment une salope. Ouais. Après coup. Mais en plus, le truc, c'est que c'est pas une modif technique que j'ai réfléchi en mode, ah, il faudrait que je modifie ça sur ma technique. En fait, Ouais. il y a une séance où j'ai senti un truc intuitivement. Je l'ai fait. Je me suis pas, en fait, je suis devenu tellement Ouais. con, je me pose plus de questions. Je l'ai fait. Et après, j'ai continué à le faire sur les séances suivantes. Et ma fin de Et bloc, elle était à chier. Tu vois, je devais faire un triplé à 2,80. J'ai fait qu'une seule rep. D'accord, ouais. Ouais, On était loin du compte. c'est décevant. Ouais, complètement. J'ai repris ce bloc-là, du coup, bien comme il faut, mais je sentais que ça m'avait fait perdre de l'élan. Mais au final, je finis avec un PR sur un triplé Ok. à 2,75. Ouais, donc ça va. Donc ça, sur le terre, ça se rattrape assez bien, mais au bench et au squat, à chaque fois, ça ne pardonne pas. Ouais. Et je m'étais pris aussi une cartouche au bench parce que je m'étais fait mal au pec.
J'étais Ah oui? j'étais parti sur un bloc de Même pas. pivot du coup en réintégrant du pin press parce que ça me soulageait un peu le pec en portion basse et là je devrais repasser pareil. Je vais reprendre une dynamique, c'est de réinstaurer Mhm. la dynamique que j'avais en amont là sur les trois mouvements. Je t'avais pas dit que je Ok. m'étais fait mal au pec? Non? Ça me dit rien. Ah bon. Ça me dit rien. Mais, et du coup, compétition, toujours pas, Euh, par rapport à mon système là, j'ai calculé une timeline entre guillemets pour me dire peut-être qu'à cette date-là, je me mets une compétition, tu vois, parce ok. que je vais avoir le temps de bien reprendre un bon élan et d'avoir un bon temps de développement pour faire des performances satisfaisantes. Donc, si je tire, ce serait en septembre Ok. pour avoir un bon temps C'est, de. J'ai reficelé un peu, je me suis mis une ligne de conduite en gros. ok. Et par rapport à ce que je disais dans le dernier podcast, à voir si ce serait si je fais une expérience à Labs euh, Ah, avec. excellent. Je me tâte, j'hésite encore. Soit je me fais une compétition en FF Force, s'il y a une compétition en septembre qui me fait envie en FF Force, soit s'il y a un truc qui se profile à Labs qui me fait envie, Ouais, ouais. Oh, bah, bah, je viens avec toi direct, là. ouais. Je viens Et avec toi. si jamais je tire à Labs, je pense que je tente une comp avec bande de, tu sais, en row avec Ah bande de ouais. genoux. Parce que Ok, ça, c'est ok. un truc, c'est en fait, c'est un, j'ai ce feeling là depuis un moment. Et tu sais, des fois, quand tu as un feeling Ouais. qui te trotte, des fois, sont des vrais axes de progression. Et j'ai la sensation que les bandes de genoux pourraient pallier à la fragilité que j'ai au genou, qui est mon gros facteur limitant Mhm. sur le squat et sur ce que je peux encaisser au squat. Et je me dis, ça se trouve, ça me permettrait bah, de débloquer de sérieux progrès. Ok. Bah oui, J'ai ce oui. feeling-là, mais tant que tu n'essayes pas, Ouais, ouais. tu peux pas savoir. Mais je pense que je me déciderai cet été sur est-ce que je fais une comp à Labs ou en FF Force. On Mhm. verra. Pour Ok. l'instant, je veux juste recréer un bon élan et avoir des blocs productifs. Oui, oui, après, le but, c'est de progresser, hein, peu importe. Ouais, voilà. Enfin, mais là, moi aussi, ça me titille un peu, parce que ça a l'air d'être excellent quand même, le format de compétition, enfin, Ouais, l'ambiance, etc. ça a Ça l'air a l'air très sympathique. très bien. Après, toi, tu as encore cet objectif de France Master, Ouais, ouais, ouais. Oui, bah oui, donc, oui. enfin, je sais Bah là, pas pour tout. enfin, l'expérience était quand même sympa l'année dernière. Ouais, ouais, c'était cool, ouais, c'était bien. Ouais, ouais, c'était bien. Mais bon, là, C'était bien. ça renvoie à l'essence En fait, c'est ça, ouais. du Et là, powerlifting qu'on a connu. dernièrement, je t'avoue que je me suis remis quelques vidéos YouTube d'il y a 15 ans, là. Et c'était quand même autre chose, hein. Hein? Bah, C'était. Là, il y avait pas de ciglette rose ou qui traînait ou quoi. C'était. Tu vois? Non, mais. Tu vois, il n'y avait pas de ouais. collection, rien du tout, là. Il y avait pas de Outfit of the Day. C'était BAM! Tu vois, Ouais. là, quand les vidéos qu'on s'est envoyées avec les Lily Bridge qui s'entraînent, là. Putain, ça, c'était. Les mecs, ils Tu regardes ça, faisaient t'as des montées d'adrénaline. le vendredi, les mecs, ils faisaient des deadlift parties, entre guillemets. Ouais! Ils appelaient ça comme ça. Ils se retrouvaient, il y avait les powerlifters de l'époque, là, ils se retrouvaient à 3 ou 4 et s'envoyaient des gros deadlifts et t'avais des highlights sur YouTube. Putain, t'avais envie d'aller faire du terre après, Mm, immédiatement. mm, mm. Immédiatement. Mais du coup, du coup, en retrouvant ces trucs-là, je me suis retrouvé sur des vieux posts sur leur format d'entraînement où en fait, c'était d'une simplicité. Ça fait plaisir en fait. Il n'y avait pas de bullshit. Ils se prenaient pas pour. Enfin, tu vois, c'était vraiment ultra simple, ultra propre. Et en fait, voilà, ça m'excite. Tout Après, simplement. après d'un côté, heureusement qu'on est sorti enfin, heureusement, pas heureusement, mais le fait d'être sorti un peu de cette sursimplicité, ça nous a aussi fait Oui, bien progresser sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, faut énormément, trouver un juste mais équilibre en fait. ouais, exactement. Il y a un juste équilibre. Ouais, c'est C'est-à-dire que ça. le côté science, il est super intéressant et ça permet, bah, on voit bien hein, les performances, elles explosent. Enfin, donc le niveau, il est quand même ultra haut quand tu regardes les barres que le top
le top des powerlifters sort maintenant par rapport à ce qu'il faisait avant, sachant que bon, à cette époque-là, il y avait pas mal de dopés. Donc, mais l'essence, tu vois, c'est l'essence du Ouais. powerlifting en fait. C'est cette approche un peu plus agressive, un peu plus. Enfin Ouais, bon, ça voilà fait quoi. un peu plus underground, Voilà, c'est comme, ça. Et c'est ça qui parce me plaît, que, moi. bah là, tu vois, toi, ce que tu dis, tu vois, Sheffield, il y a eu des performances Ouais, 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 des performances de fou. Par contre, alors je comprends que certains adorent ça et tout, mais moi, les compes untested qu'on voyait à l'époque, je les trouvais plus attrayantes ouais. Hmm. que ce qu'on voit Ouais, clairement. à Sheffield, par exemple. Après, ça, c'est notre point de vue, parce que nous, on a évolué avec ça. Ouais. Euh, bon, je pense qu'on peut commencer Ouais. C'est vrai, il ça faut fait 20 même. minutes ça fait 20 minutes qu'on raconte, qu'on raconte nos vies, là. On va commencer les questions-réponses. Bon, comme d'habitude, je dis pas qu'on va répondre à toutes les questions, mais on va toutes les citer et les aborder parce Bon, qu'on a eu de très bons retours la dernière fois. Par contre, je vais juste mettre une règle là pour ceux qui posent des questions. C'est que les amis, pour une question con, mettez une question intelligente s'il vous plaît parce que après, ça rend le podcast compliqué. Euh, la première question qui nous a été posée, c'est qui est-ce qui a le plus gros sexe? ah, tu m'avais pas envoyé celle-là. Mais oui, elle était masquée dans le truc. Ouais, mais c'est une excellente question. Voilà. Bah, ça restera une question parce On que, va pas la sortir maintenant. exactement. Bon, Euh, question sérieuse maintenant. Un avis sur l'utilisation des variations qui permettent de surcharger, du type reverse band, slingshot, cal, Ouais. etc. Ouais. Bah après, enfin, moi je l'utilise de plusieurs façons. Là, on parle de surcharge. Donc, bon, par exemple, si je prends l'exemple du reverse band, t'as des. Moi, je l'utilise en général pour des gens qui vont avoir, par exemple, un problème de mobilité de hanche, qui sont pas à l'aise en bas du squat. C'est une façon d'utiliser. Ça permet de les exposer à des charges plus lourdes sans qu'ils aient de facteurs limitants bah, dû à leur problème de hanche. Après, euh, ça peut être aussi intéressant, bah, tout simplement pour euh, ce que je disais. Du coup, on avait Euh, abordé oui, l'utilisation des variations les permettant de variations qui surcharger. permettent Et de j'étais parti. surcharger. Ok. Du coup, oui. Donc, putain, je sais pas comment on va faire le raccord. Je vais peut-être recommencer. Ouais, Euh, ouais. vas-y, on reprend la Donc, question. Du coup, la question c'était un avis sur l'utilisation des variations qui permettent de surcharger. Reverse donc band, voilà. slingshot, Je, cal, je- je etc. pense qu'il y a plusieurs façons de. Enfin, dans l'utilisation de ces variations, il y a tu peux utiliser plusieurs objectifs. Il peut y avoir le correctif technique, par exemple, ou permettre à l'athlète de s'entraîner dans de meilleures conditions parce qu'il va avoir tel ou tel facteur limitant. Par exemple, sur le reverse band, je pense particulièrement au reverse band sur le squat parce que c'est quelque chose que j'utilise avec une personne là en ce moment. C'est une personne qui a une mobilité de hanche, on va dire, qui n'est pas optimale. Donc on travaille sur ça en parallèle. Mais pour continuer à ce qu'il progresse sur enfin, qu'il travaille son squat, on a mis du reverse band. Donc vu que sur la portion basse du mouvement, bah, il va être soulagé par l'utilisation des bandes. Et bah, derrière, tout simplement, ça permet de l'exposer à des, des charges plus lourdes et derrière avoir de meilleures adaptations. Voilà, après, ça m'est arrivé aussi, mais plus rarement de le faire, par exemple, sur le même principe, d'utiliser par exemple du slingshot sur des personnes, alors pas forcément en termes de mobilité, mais plutôt en termes bah, de douleur d'épaule, etc. Continuer à créer Ouais. un stimulus sur un mouvement donné en déchargeant une portion du mouvement. Ça, c'est une façon de faire. Après, ça peut aussi, enfin là, il y a un intérêt aussi, je pense, en termes de surcharge, tout simplement en termes par rapport au système nerveux, ça peut être intéressant, mais je pense plutôt pour des athlètes plus avancés, euh,
avoir des expositions très lourdes, ça peut être intéressant de le faire. Par exemple, pense par exemple au bench à la cale. Ça, je pense que c'est une façon intéressante de travailler pour certaines personnes qui bénéficieraient, qui répondraient bien et pour qui à qui ça parle, ça motive de s'exposer à des Hmm. charges plus lourdes, ça peut être intéressant. Après la cale, tu peux Ça aussi, peut mettre, ça peut mettre en confiance aussi, voilà, c'est ça, ça peut mettre en confiance. banaliser des charges. Voilà, et puis après il y a, attends, j'avais une autre idée là par rapport à la cale. Euh, En fait, tout simplement, tu peux aussi travailler la cale, en fait, c'est tu vas pouvoir surcharger le lockout. Ouais, Donc tu surcharges le lockout, donc tu vas pouvoir travailler spécifiquement cette portion du mouvement. Ça peut être intéressant pour certaines personnes qui auraient ce point faible. Mais tu travailles aussi, et ça, je suis pas sûr que ça soit beaucoup mis en avant, mais tu vas travailler vraiment de façon exagérée la partie excentrique, en fait. Surtout ouais, quand tu mets une cale, en fait, quand tu introduis ce, ce mouvement-là, enfin cette variation, le fait d'avoir une cale, il faut appréhender le moment où tu vas rentrer en contact avec la cale, tu as un feeling qui est un peu différent. Donc en général, je dirais pas jusqu'à dire que ça met ça vient ajouter du tempo, mais disons que quand tu viens induire cette variation-là, il y a ce phénomène qui se crée, et du coup, sur la phase excentrique, tu peux travailler tout ce qui est contrôle de la barre, etc., sur des charges plus ouais. élevées. Ok. Et moi, je trouve qu'il y a aussi un intérêt, parce qu'on en a pas parlé, mais pour les athlètes qui font de l'équipé. Ah oui, bah oui, En effectivement, plus bien de sûr. ça, même, je dirais que sur les athlètes équipés, il y a pas tout l'entraînement, mais il y a une partie de l'entraînement qui Mm. va, surtout quand on est loin des compétitions, parce qu'on va pas faire, on fait pas forcément du maillot toute la saison. Il y a une partie de l'entraînement qui va tourner autour de ça, parce que ce sont des profils de résistance qui sont au plus proche de ce qu'on va retrouver en équipé au final. Parce qu'en raw, la plupart du temps, le point dur, il se situe plus au bas du mouvement, Ouais. à part pour le deadlift, selon ta position et selon si tu tires en tradi ou en sumo, mais globalement au squat et au bench, pour la plupart des individus, le point dur, il est plus autour de la portion basse du mouvement, alors qu'en équipé, c'est complètement inversé en fait. Le bas du mouvement, entre guillemets, si tu maîtrises bien ton équipement, il est facilité. Ouais. Et là où tu as le plus là où tu as le plus pas de challenge et de contrainte, parce qu'il y a tout le challenge technique, mais là où tu as le plus de, de, de gravité à tension à surpasser, ça va être plus sur la portion haute du mouvement. Donc ces variations-là, elles vont être très bien pour ces individus-là. Mm. Ouais. Et puis accessoirement, en raw, t'as des athlètes, bah, par exemple au terre, ils vont avoir même s'ils ont une bonne position de départ, ils vont avoir parce que leur levier ou leur morphologie, la technique qu'ils ont construit, ils vont avoir un verrouillage plus difficile. Et tu as même des individus au bench, ils ont un départ très fort et le verrouillage, il est lent. Donc après, tu as des variations qui permettent de t'adapter à et de travailler autour de ces profils de résistance pour créer des adaptations spécifiques et Mm. débloquer des choses. Mm. D'ailleurs, plein de fois, j'ai eu des athlètes qui avaient entre guillemets, des bonnes techniques avec un verrouillage difficile. Et tu sais, la question, elle revient, est-ce que je dois changer ma technique pour avoir un verrouillage plus facile? Mais en fait, le truc, c'est que si tu as déjà une technique qui est assez efficiente et que tu as un verrouillage difficile, si tu changes ta technique, souvent le rapport, il va juste, déjà, tu vas perdre énormément de temps et c'est pas dit que tu sois plus fort. Ouais. Et le rapport, il va probablement s'inverser après. C'est-à-dire que si ton verrouillage il devient plus facile, c'est le démarrage Ouais, ouais, bah oui. qui va être super dur et du coup ça sert à rien de perdre si ta technique elle est déjà efficiente, ça sert à rien de perdre du temps. Il faut juste accepter que la résistance elle soit à cet endroit et travailler autour de ça pour devenir Exact. plus fort. Je fais une aparté là, mais Mm. c'est Non, mais je sais pas quoi. en fait, je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que toutes ces variations-là, elles sont à utiliser avec parcimonie. Je pense que 90%, moi j'en utilise, mais en fait, au final, j'ai envie de dire que c'est assez rare. Et ça représente. Alors, je parle pas de l'équipé parce que moi, je coach personne en équipé pour l'instant en tout cas. Donc voilà, mais pour tout ce qui est du raw, en fait, euh,
j'ai tendance à délayer l'utilisation de ces leviers, en fait, pour vraiment être sûr qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour travailler dans de bonnes conditions. Parce qu'il y a plein de choses à faire, en fait, Ouais. avant d'introduire ces choses-là. Et comme la question le dit, c'est des techniques qui vont permettre de surcharger. Donc, si tu viens surcharger, enfin, tu peux amener ça de façon peut-être progressive. C'est-à-dire, avant de surcharger un mouvement, donc mettre plus de poids sur la barre, peut-être que tu peux mettre du tempo, peut-être que tu peux mettre un 3CT, je pense par exemple à du bench, ou un retour du squat au press, et faire une progression derrière qui va amener ça si besoin. Mais pour moi, c'est vraiment un levier qu'il faut utiliser au bon moment euh, dans la programmation d'un athlète, quoi. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour Ouais. de la question. Euh, Alors, il y a une question. Il y a un mec qui l'a mis ICE. Je sais pas Je pense que c'est par rapport aux ça. interventions de ICE aux États-Unis. Euh, donc Ah, voilà. Voilà. je t'avoue que Ah, bon, on- donc bon, t'as moi j'ai t'as- rien. t'as un truc à dire de Ouais, pertinent, en Adrien? fait, là, on va pas tourner le podcast en débat politique. Voilà, bon, il y a des décisions qui ont été prises, elles sont ce qu'elles sont, et voilà. Pas Allez, grand-chose à question dire. suivante. Non. Euh, les différences de programmation équipée et RAW. Alors, je pense que Euh, je vais te laisser te lancer sur le sujet, parce que pour le coup, pour le coup, moi, j'ai pas vraiment d'athlète Bah, en t'as, équipé. t'as Donc, quand même fréquenté des mecs qui s'entraînaient ouais, j'ai fréquenté des gosses en, qui étaient en équipé. Pour moi, je te donne mon. t'as peut-être constaté des trucs, non? Hein. En fait, pour moi, la grosse différence, en tout cas au départ, tu me dis ce que t'en penses, hein, c'est le travail de la spécificité avec l'équipement, en fait. C'est-à-dire, il faut introduire de l'entraînement en équipé, tout simplement parce que ben, c'est plus les mêmes mouvements, entre guillemets. Ça va introduire des différences en termes de profil de résistance, etc. Faut prendre les habitudes de, de l'équipement. Mais derrière, les fondamentaux, ils restent quand même les mêmes, de mon point de vue. Donc, je pense pas qu'il faille révolutionner la programmation, parce que là, par exemple, toi, tu as pris Théo en... alors peut-être que je me trompe, parce que je sais pas trop comment tu as fait évoluer le truc, mais t'avais Théo depuis des années en RAW. Quand tu as introduit Mm. de l'équipé, est-ce que tu as vraiment... enfin, il y avait cette composante équipée, mais j'imagine que euh, certains axes, enfin, comment dire, on va dire l'approche que tu avais, enfin, ce qui fonctionne sur Théo, tu l'as gardé, tu l'as adapté à la version équipée. Est-ce que c'est, enfin, peut-être que, Oui, ouais, voilà. oui, Donc, oui, oui, exactement. pour moi, en fait, il faut garder en tête les principes fondamentaux de la programmation en force et les adapter à l'équipé en introduisant de la spécificité euh, et exposer l'athlète. Bah, si c'est un athlète qui va démarrer en haut, je pense il y a un intérêt à l'exposer de façon relativement fréquente à l'équipé. Peut-être qu'après, sur le plus long terme, une fois qu'il sait s'y faire, un peu comme qui sait utiliser son matériel, peut-être utiliser bah, des variations qui vont le permettre de s'entraîner avec des profils de résistance similaires, mais avec moins de contraintes en termes de mettre l'équipement, etc. Parce que moi, ce que je vois quand une personne s'entraîne en équipé, c'est que ça prend énormément de temps de mettre le maillot, c'est une contrainte, faut mettre les bandes, tu peux pas le faire tout seul. Enfin, c'est compliqué de le faire tout seul. Donc c'est un peu ma vision des choses là-dessus, quoi. Toi d'ailleurs, Ouais, avant Théo, si il y avait Rudy. Rudy, mais à part Rudy et Théo, je sais pas si tu avais d'autres personnes. Non, non, là, maintenant, j'ai Simon qui s'y met Ah aussi. oui, et Simon Donc, également excellent. Ça, c'est de la faute voilà. c'est de la faute à Théo, ça. Il est en train de convertir. Ouais, J'avais pas vu de Gonz faire de l'équipé depuis, en compétition. En compétition, ouais, la dernière fois que j'ai vu un Gonz faire de l'équipé, je crois que c'était ma première compétition. Et c'était Philippe Netto
qui était venu faire de l'équipé, donc ça date je crois que ça date de 2009, 2010, je crois. Et depuis, j'avais jamais vu personne en compétition pour arriver avec de l'équipement. Et l'autre fois, à la compétition, il y avait Théo et un autre gars. C'est quand même incroyable. C'est 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 un influenceur. Ouais, ouais, c'est un C'est un influenceur. influenceur. Ouais, ouais, en tout cas pour l'expérience que je m'en fais pour l'instant et ce que je mets en place, c'est ce que tu dis, c'est juste. C'est-à-dire qu'on utilise relativement les mêmes schémas, à savoir que Théo, quand on a fait le switch en équipé, on en a profité pour revenir sur son entraînement sur des bases plus simples, parce qu'il y avait des Ouais. trucs qu'on avait complexifiés au fil du temps. Hmm. Et je me suis dit, là, il rencontrait aussi un plateau en termes de progrès. Je me suis dit, c'est le moment pour simplifier la programmation et tu vois, repartir Ouais, sur une ouais. base plus simple, mais on garde quand même un peu les tenants et aboutissants qui ont Hmm. fonctionné jusque-là. Et après, ça va dépendre un peu des personnes, mais globalement, tu vas partir soit d'une base raw ou de variations sur des profils de résistance qui sont plus proches de ce que tu vas faire en équipé. Et au fil des blocs, en ayant un peu les mêmes schémas, bah, tu vas devenir de plus en plus spécifique. Je dis une connerie, mais c'est pas exactement comme ça que je prépare Théo Érudit, mais pour un athlète, tu pourrais avoir, mettons que tu te prépares avec un bloc de x5, un bloc de x3, un bloc de single, ça pourrait être un bloc de x5 en raw, un bloc de x3 où tu introduis les Ouais. wraps au squat ou le bas de combi, tu vois, que sais-je. Et sur le dernier bloc, tu vas faire full équipement. Hmm. Et là, globalement, ce que j'ai mis en place et ce qu'on fait notamment parce que je coach pas des mecs en équipé qui ont 10 ans de bouteille, tu vois. Euh, Ce que je fais avec mes athlètes en équipé, notamment là, je sais plus si j'ai mis ça en place pour Théo, mais ce que je fais avec Simon et Rudy, surtout quand ils sont loin des compétitions, c'est qu'au lieu d'avoir une semaine 4 de bloc où tu irais chercher une grosse performance, par exemple, mettons que le thème de ton bloc soit des triplés, au lieu de faire 6, 7, 8, 9, on fait 6, 7, 8, et la semaine 4 du bloc, c'est une pratique de l'équipé. D'accord. On a un développement classique, le temps de construire en fait, et la même dynamique qu'on aurait en temps normal. Juste à la fin du bloc, on a cette pratique. On prend la fin du bloc pour pratiquer l'équipé. Généralement, on déload un peu les jours secondaires, les accessoires, après pour bien retransitionner sur le bloc suivant. Ça, c'est une différence. Et moi, il y a une différence en plus que j'ai remarqué, c'est sur le taper pré-compétition. Euh, Quand tu fais du raw, tu as besoin dans les tissus d'avoir de la tension passive, tu vois, pour sentir que ça renvoie. Et si sur ton taper, tu fais trop peu soit d'intensité, soit de volume. Après, ça va dépendre des individus et des athlètes. Quand tu vas arriver en compétition, tu sens que dans tes tissus, tu n'as plus assez de tension passive et tu sens que tes renvois de force, ils sont moins bons. Tu vois ce Ouais, tout à que, fait, ouais. ce que je veux dire? Et en équipé, Bah, ça, c'est vachement tamponné par l'utilisation bah, du, ouais. du maillot parce que la tension, tu viens la chercher avec les équipements. Et du coup, j'ai l'impression, pour l'expérience que je m'en fais pour l'instant, que tu peux être beaucoup plus agressif sur le taper et pouvoir permettre que ton athlète, même s'il a moins de tension passive dans les tissus, il arrive à faire un taper beaucoup plus agressif et que ton athlète, il arrive plus frais nerveusement et D'accord. physiquement, mais t'as pas ce downside entre guillemets de la perte de tension passive, tu sais, que tu pourrais avoir dans les tissus parce que tu vas être assisté par l'équipement avec lequel tu vas aller trouver cette tension. Là, pour l'instant, c'est la différence que je fais et je sais que j'ai fait des tapers assez agressifs avec Rudy, ça a super bien fonctionné. Et là, je suis pas allé à fond de ce que j'aurais pu faire, mais j'ai quand même fait un taper assez agressif avec Théo en amont de sa première compétition là, et elle s'est super bien passée, Ah sa ouais, ouais, première comp, c'est super bien compétition. sa première comp Super bien passé, ouais, c'était génial. équipée. Il, C'était il a génial. même, il a même jamais fait, il a même jamais fait une si bonne compétition, alors que techniquement c'est plus difficile de Ouais, tout aligner en ouais, équipé. ouais. Donc bon, ça. Après, je pense qu'il est taillé pour ça, Théo, C'est mais exactement ce que j'allais dire. On l'a dit 20 fois, mais mais je pense que ouais. c'est en lui en fait. C'est ce qui lui convient quoi. Après, il fait la mitraillette, tu vois. Non, mais ça lui va parfaitement, ça lui va parfaitement. Ouais.
Et j'ai une question là Exact. sur, du coup, sur quand tu dis un taper agressif, quand tu fais ton tape là, t'as tendance sur les tapers, tu fais ton picking, donc bon, bref, et derrière t'as ton taper. Quand tu dis agressif, ça veut dire quoi? Parce qu'en gros, est-ce que par exemple sur les tapers, ils gardent du matos ou est-ce qu'ils font un taper raw, par exemple? Euh, Euh, Généralement, s'il y a une compétition le dimanche, ouais, le lundi, je mets une petite pratique ok, équipée, ouais, notamment au squat. Au deadlift, ça dépend parce que c'est parfois moins important enfin, la maîtrise technique du maillot au soulevé de terre, je pense qu'elle est ouais, moins difficile qu'au squat où il y a plus de paramètres à gérer, mais il va peut-être y avoir une petite pratique technique avec le maillot en début de semaine et après en fin de semaine, non, il y a plus, ok, il y a plus rien. Et tu sais, moi dans mes progs, j'ai l'habitude de caler les benches principaux en fin de semaine parce que c'est plus facile ouais, c'est plus facile d'avoir un hmm, bon niveau de prédictibilité pour la compétition. Et du coup, il n'y a pas forcément de pratique de l'équipé puisqu'il a déjà il a fait son dernier bench équipé généralement une semaine avant, donc il va hmm, pas perdre de repères, tu vois. ouais, je Il va pas comprends. perdre de repères. Mais je monte pas sur des grosses intensités, hein. Hmm, Je monte ok, pas sur des grosses intensités. Je crois que on est monté à 85%. d'accord. On a monté sur une single à Ah 85% ouais, mais et je lui ai mis, aucun volume derrière. d'accord. Juste une Et en fin de signe. semaine, ouais, et en fin de semaine, il a eu un peu de pratique super, genre le jeudi, il a eu un peu de pratique, mais super légère. Ok. Donc, tu vois, c'est assez, Ouais, oui, c'est ça représente vraiment pas grand-chose. exact. Ouais. Là où pour du raw, en faisant ça, tu pourrais te retrouver désentraîné, en Ah perte de bah, repères et de complet, ouais. sensations le jour de la compétition, enfin, selon ce que tu as l'habitude de faire. Hmm, yes. Ok. Euh, bon, j'ai rien de plus qui me vient en tête. Je pense Ouais. on a fait le tour de la question. Question suivante, c'est faut-il se mettre des coups de tête à la barre avant un max pour maximiser nos chances de PR? Qu'est-ce que t'en penses, Adrien? Vous pouvez répondre Bah, c'est une question à moi. En vrai, c'est une question à moitié con, ouais, mais à moitié con. vas-y, Ah, on peut y alors, répondre. moi j'en pense que chacun fait ce qu'il a besoin de faire pour se mettre dedans. Il y a des athlètes qui vont partir qui vont se monter en l'air tout seuls en se mettant des tartes et tout. Non, mais, tu vois. Ah, j'ai, en fait, quand tu me dis ça, gros, j'ai l'image sur les derniers francs. Tu l'as, hein. Tu m'entends? Ouais, Putain, ouais. je t'entends plus. Putain, on est baisé. Putain, j'ai pas. Ah, Non, c'est bon. c'est bon, C'est c'est bon. repris. Ouais. Ah, j'ai une coupure. On a plein de problèmes là avec Ouais, je sais pas. l'image et le son depuis le début. Euh, du coup, oui, quand je faisais ça, j'ai l'image des premiers France Jeunes non, des derniers France Jeunes où j'ai accompagné Théo. C'était en 2019, je crois. Et je crois que à la chauffe, il était déjà hypé comme un fou. Il se mettait des coups d'élastique. Donc voilà, ça me fait penser à Ouais, ça. ouais. Bah, en fait, ouais, après, chacun. Après, en fait, alors maintenant, je pense que ça c'est un peu. Ça se voit moins, je trouve. Mais si on refait le parallèle avec le powerlifting des années 2000, on va dire, où t'avais. Bah, après, ça venait peut-être aussi de ce qui se mettait dans les veines, les gonzes, mais. euh, Ce que je voulais dire, c'est en gros, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Quand je voyais du powerlifting, alors, c'était souvent à l'époque du powerlifting équipé en plus, quand j'ai commencé à m'y intéresser, les mecs, ils étaient dans des états seconds, tu vois. Et donc, Ouais. moi, et toi aussi d'ailleurs, ouais, CG, j'avais tendance à reproduire ce truc. Tu vois, genre, parce que je voyais les autres faire, je dis, il faut que je me mette dans des états incroyables, voilà. Mais ça peut être délétère en fait. C'est-à-dire, euh, il y a des gens, enfin, faut pas le faire juste pour le faire. Faut le faire si tu sens que ça t'aide à pousser fort, quoi. C'est tout, hein. Puis après, parce que des fois, si tu te mets vraiment mal avant de,
t'arrives devant la barre, t'es tout tremblant et tout. Moi, ça m'est arrivé, tu sais, tu dis, oh, putain, je vais la défoncer, puis t'es là, tu sais. Alors en te concentrant, en y allant avec intensité, mais en te concentrant et en mettant, on va dire, l'agressivité une fois que tu es sous la barre, bah, généralement, en tout cas, enfin, moi, mon point de vue, c'est que c'est plus productif. C'est plus productif. Je me souviens qu'au HCG, on se mettait Ah, on était cons, hein. dans de sacrés états. Je me souviens, une des premières fois qu'on s'est entraîné ensemble un soir, tu faisais du bench, tu avais des clusters à faire, et entre tes mini-pauses, tu te mettais des gifles. Ah ouais. Tu te mettais des gifles. Je me disais, et moi j'étais à moitié fou aussi à l'époque. Je t'avais vu, je me suis dit, putain, c'est un bon lui. Et, Ah et ouais. voilà, putain. Mais en fait, moi à l'époque aussi, je me hypais comme un barjot. J'avais besoin de. En fait, le truc, c'est qu'à l'époque, je me souviens, quand j'essayais d'internaliser et que si je criais pas, Hmm. j'arrivais pas à me surpasser. Et aujourd'hui, c'est l'effet inverse. Moi, c'est pareil. Si je me mets à crier et que j'internalise pas, il faut vraiment que je me mette dans des états seconds pour faire Hmm. des grosses barres. Mais il faut que ça reste internalisé parce que si je commence à extérioriser, en fait, c'est comme si je perds. Ouais, ouais. Ça me draine complètement mon énergie. Hmm, hmm. Et par rapport à ça, à cette question, elle n'est pas si con que ça parce que euh, avec les réseaux aujourd'hui, il y en a beaucoup qui, je pense, qui font un peu qui surjouent parfois, Mais de tu la vois, que mise ce en soit scène, ouais. que ce soit qui font de la mise en scène, que ce soit sur Instagram, on en voit beaucoup, ou même des fois, vu qu'il y a les caméras en compétition, tu vois, pour avoir un beau réel, une bonne vidéo de hype, mais qui vont être amenés à faire des trucs qui leur convient pas forcément finalement. Et Hmm. en fait le truc, c'est juste de vraiment faire ce qu'il vous faut pour être concentré et pour faire monter l'adrénaline. Parce que, à contrario, j'ai déjà vu aussi des gens critiquer ou se moquer de gens, tu sais, qui se hype de façon un peu trop prononcée, mais pour certaines personnes, c'est hyper important pour Ah faire ouais. monter le système nerveux et l'adrénaline, parce qu'on fonctionne aussi, enfin, le système nerveux fonctionne avec ça, donc Hmm. voilà. Hmm. Ouais, après, des fois, c'est quand même marrant parce que t'en as qui. Moi, j'ai le souvenir de, de Audrey au championnat de France qui gueulait. Moi, je trouve ça génial, hein, personnellement. Mais c'est vrai que c'est marrant. Quand t'es de l'extérieur, c'est marrant. Et Ah, si. elle passe pour une folle, Ouais, mais faut le bon. dire, hein. En fait, à la limite, peut-être, mais en fait, si ça fonctionne pour elle, on s'en bat les Ouais, on s'en couilles. fout. Et vaut mieux Ouais. rester soi-même, quoi. Mais quand t'as dit que ça me fait penser à ça. Ça me fait Mais penser à ça. après cet état-là, il faut le doser, il faut le gérer, parce que si tu passes toute ta compétition du Ouais, premier au t'es dernier, t'es éteint. une fessée Ouais. comme ça, Hmm. t'arrives au deadlift, nerveusement, il y a plus personne, Ouais, ouais. faut arriver à doser. Faut arriver à doser. Et après, Euh, il y a un autre. et Ouais, vas-y. attention au coup de tête quand même, parce que vous pouvez vous faire des hernies cervicales. Ouais, J'en sais quelque ouais, chose. bien sûr. Ça, c'est. Enfin, moi, j'ai jamais trop fait j'ai jamais trop pratiqué le coup de tête. Mais voilà, quoi. Euh, avec parcimonie. T'allais dire, Non, oui, j'allais dire aussi, il y a la compétition et il y a les entraînements. Je pense pas que ça soit utile de se mettre dans des états seconds, sur tous tes entraînements. C'est-à-dire, et même peut-être un intérêt enfin, pour moi, il y a un intérêt à ne pas le faire et à te préserver vraiment pour les grosses barres. Parce que ça a un coût en fait nerveusement hein, de se mettre dans des états, ça c'est pas anodin quoi. Donc voilà, c'était mon dernier commentaire. Il y a 15 ans, je me bah, suis si je m'entendais il y a 15 ans, je me suis dit t'es un gros PD, mais ouais, là en fait c'est la voie de la raison en fait. Voilà, toute l'expérience. je dirais que il faut le garder pour vraiment les grosses fins de bloc, Ouais, parce que c'est quand même important cette aptitude de la pratiquer et de l'entraîner pour pouvoir la reproduire en compétition. ouais. Mais clairement, si tu fais ça toutes les semaines, Ah tu finis allez, t'as moyen de finir ton bloc dans un état lamentable. à l'époque, moi j'étais programmé, j'avais lu West Side Mm. Purdue de Louis Simmons et t'avais ton max par semaine et tu te mettais des grandes tartes et voilà quoi. Je voyais les mecs de West Side se mettre des tartes dans la gueule
Et moi, je voulais faire pareil, mais en fait, bon, après, maintenant, je pense que ça s'est un peu calmé. Enfin, les gens n'ont plus cette vision, Ouais. voilà. Mais bon, voilà. Mais ça, clairement, ça a un coût. Genre là, mercredi, j'ai fait mon PR en triplé au deadlift, donc je me suis mis dans un état, Bah ouais. dans cet état-là, tu vois. Et le lendemain, j'étais que, tu vois, cognitivement, j'étais plus que l'ombre de moi-même. J'étais plus que l'ombre de moi-même. J'ai fait des retours. Et ben, s'il écoute ce podcast, il se reconnaîtra. Mais j'ai fait un retour à un athlète. Je lui ai fait un message vocal. Et en fait, j'étais au ralenti. Et il m'a dit, il m'a fait un commentaire. Il m'a dit, en gros, t'es en train tu payes tu Bah payes ouais. le PR que t'as fait, que Bah t'as fait ouais. hier, tu vois. Mm, mm, mm. Euh, Bon, question, on a fait le tour. Bah, je pense Question, que ouais, c'est pas mal. Pour une question à question moitié suivante, c'est con, pas mal. on n'est pas trop mal. Ouais. Il y en a une deuxième de question à moitié con. C'est est-ce que la créatine, c'est du dopage, Michel? Alors, objectivement, non. Mais, Non. enfin, voilà. Après, bah, on peut rappeler pourquoi c'est intéressant de prendre de la créatine. En fait, Bah, tu voulais dire autre chose peut-être? Je te sens. non, 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 non. non. Euh, Non, mais en Non, gros, non, bah, vas-y, vas-y. Non, mais on l'a abordé en long, en large et en travers, C'est vrai que c'est pas faux. la, la créatine, mais c'est juste le complément le plus. Enfin, en fait, il y a des podcasts où on est vraiment rentré en détail dessus, donc j'ai un peu Oui, la flemme on va pas le refaire, mais j'ai un peu j'ai en un peu la fait, flemme de détailler, mais vas-y, je te laisse reprendre non, mais en les fait, grandes ce lignes. que je voulais simplement. Déjà, je pense que c'est sur quoi tu allais te lancer là, ça doit être le supplément le plus étudié de tous les temps. Ça coûte très peu cher et il y a des effets qui sont avérés en fait, des effets positifs Ouais, évidemment, qui sont avérés et, du coup c'est autorisé, c'est pas du dopage du coup. Et bah ça a un intérêt. Il y a plusieurs intérêts. Il y a l'intérêt en termes de recharge de l'ATP. Donc, si tu maintiens un niveau d'ATP ATP stable, en fait, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas être capable de produire plus de force dans les grandes lignes, quoi, sans rentrer forcément sans les détails, mais juste pour ça, déjà, c'est très intéressant. Et après, il y a un effet aussi sur le volume musculaire. La créatine, en gros, ça va ramener de l'eau dans le muscle. Un muscle bien hydraté, c'est un muscle qui est en bonne santé. Et là, pareil, si tu un muscle bien hydraté, tu es dans de meilleures conditions pour performer, quoi. Puis après, là, il y a des études peut-être plus récentes sur l'intérêt au niveau cognitif, avec des doses plus élevées. Donc, il y a ça aussi qui rentre en jeu. Donc, tu peux avoir potentiellement peut-être une amélioration du recrutement des unités motrices, par exemple, des choses comme ça, via l'utilisation de créatine. Donc il y a le seul effet, alors avec ces études, justement, tu as cette idée de surcharger, donc de prendre des... En général, la créatine, enfin historiquement, tu étais plutôt sur entre 3 et 5 grammes par jour pour avoir des effets bénéfiques côté musculaire, on va dire. Là, avec ces études, ils mégadosent, quoi. Enfin, ils testent avec des doses beaucoup plus élevées. Le premier, enfin, le premier problème avec ça, c'est l'effet sur la digestion et l'assimilation donc de cette créatine. Et je crois que c'est toi qui m'avais envoyé une étude dans laquelle ils testaient dans des liquides plus ou moins, enfin, en fonction de la température de, du oui, liquide qui est utilisé par la créatine, on voit des effets intéressants en termes d'assimilation. Et en fait, dans des liquides, alors j'ai plus les températures en tête, mais relativement chaud, en fait, on voit que la créatine, elle se transforme déjà en créatinine et donc plus, enfin, elle est déjà semi-absorbée en fait quand tu la, enfin, semi-transformée et donc plus facile à absorber quand tu l'ingères. Mais après, je dis tout ça, pour moi aujourd'hui, je suis le truc, mais je suis pas encore vendu sur l'histoire. Après, je pense qu'il y a des effets, intéressants. Mais il y a des études, par exemple, j'ai une étude que j'ai lue il y a pas très très longtemps, où en fait, alors je sais plus qui c'est qui avait posté ça sur Instagram, en disant ouais, méga dose, machin. Mais en fait, ils ont fait le test sur des gens qui mangeaient pas de viande, sur des végétariens. ouais. Ok, ouais, oui, les mecs ils se sentent mieux, bah, ouais, bah oui, mange un steak déjà, premièrement. Non, mais tu vois.
Donc pour moi, c'est encore pas. J'ai pas encore vu d'études. Euh, Enfin, je suis pas Ouais, encore convaincu. Je pense qu'il y a quelque chose, mais voilà. Moi, je sais pas ce que t'en penses. il manque de recherche pour savoir Ouais, si c'est vraiment pertinent de méga doser pour des gens qui ont sans doute déjà leur stock qui sont saturés. c'est ça. Parce que quand tu prends 3 à 5 grammes par jour sur une certaine période, je crois que c'est au bout de 20 à 30 jours, normalement tes stocks au niveau musculaire, Hmm. ils sont saturés. Au niveau cérébral, on le sait pas trop, mais ton cerveau, il me semble, si je dis pas de conneries, hein, il a moins de capacité à absorber et stocker la créatine. C'est juste que la barrière hémato-encéphalique, elle fait office de filtre. Donc il y a des bénéfices qui sont perçus à plus haute dose, mais on manque de données là-dessus. Et ce qu'il faut aussi dire, j'ai pas lu toutes les, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas encore fait ma veille dessus Ouais, sur toutes les études récentes qui sont sorties, mais c'est un truc c'est un truc qu'on va faire. ouais. Euh, mais de ce que je sais, les, au niveau des études, tu sais, qui sont faites sur les mégadoses, c'est fait souvent sur un public qui est pas forcément complémenté et en C'est ça. créatine déjà. Donc ils ont pas les stocks qui sont saturés. Et ensuite, c'est souvent testé dans des conditions où il y a une carence en sommeil. Hmm. Il y a une carence en Oui, il y a ça sommeil. aussi. Par contre, ça soulève un truc, c'est que est-ce que pour les gens qui se complémentent régulièrement à raison de 3-5 grammes par jour, c'est vraiment intéressant de prendre plus? Bah, on n'est pas sûr. On n'est Hmm. pas sûr. Peut-être pour l'aspect cognitif, mais on est absolument pas sûr et c'est vraiment pas garanti. Euh, Par contre, pour moi, là, de ces recherches récentes, il y a une utilisation en termes de protocole, en tirer. C'est si tu fais une très mauvaise nuit de sommeil Hmm. et que tu as des grosses tâches cognitives ou un gros entraînement à faire, on sait qu'une méga dose, Ça peut ça aider, ouais. permet. Non, enfin, en tout cas, de ce qui est sorti, c'est pas que ça peut aider, Hmm. c'est que ça Ça compense compense. Hmm. littéralement, cognitivement le sommeil que tu n'as pas eu alors peut-être pas sur plusieurs nuits, mais en tout cas D'accord. sur une nuit, Hmm. ça vient compenser quand tu prends une méga dose. Et donc ça, si tu as un jour où tu as une grosse séance à faire et que tu dors mal, bah, c'est une utilisation Hmm. que tu peux en faire. Et je sais que bah, j'en fais partie, mais il y a beaucoup d'athlètes avant une compétition qui ne dorment pas, qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils sont soit stressés, soit excités, et qui ont vraiment soit le sommeil léger ou qui font une nuit blanche. Et dans ces conditions-là, ça peut être une stratégie après la pesée de prendre une méga dose de créatine pour tamponner cet effet-là et se primer cognitivement, du temps que ça ne crée pas d'inconfort digestif. Et je pense que si on veut appliquer cette stratégie en compétition, il faut quand même le tester avant Ah ouais, oui, c'est sûr. à l'entraînement. Hmm. Et on parle de mégadose, il y a un ratio à faire au poids de corps, donc ça va dépendre selon les individus. Enfin, pour une femme de 50 kilos ou un homme de 100 kilos, ça va pas être pareil. Mais ça va tabler selon les individus, sur du 20 à 40 grammes. Hein, c'est pas 10 grammes. Hmm. Ah oui, non, c'est des grosses doses. En plus, C'est après, des ce que très tu disais grosses par doses. rapport aux compétitions, ça peut être intéressant parce que dans le cas d'une personne qui a besoin d'être au poids, ça peut arriver généralement de couper la créatine, justement parce que bah, la créatine, vu qu'elle va ramener de l'eau dans le muscle, bah, tu vas avoir un muscle qui est plein, donc tu vas être plus lourd. Ça arrive de couper la créatine sur une durée de temps pour permettre de faire descendre le poids, et du coup d'avoir une méga dose après la pesée, bah, tu peux compenser aussi cet effet-là, même sans parler de sommeil ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, ça peut Ouais. être aussi intéressant. Hmm. Mais après, je pense que c'est sage surtout maintenant avec Instagram et compagnie, en fait, il y a un effet de hype. Dès qu'il y a une recherche qui sort, t'as 25 posts dessus et tu sais plus. En fait, faut prendre avec des pincettes. Et c'est bien ce que tu disais tout à l'heure. Il y a 5 minutes, tu disais, j'ai pas encore regardé. Je pense que c'est bien de pas se ruer sur les dernières recherches parce que tu le veuilles ou non, tu vas avoir envie d'essayer, tu vas avoir envie de trucs, mais au final, quand t'as pas assez de recul et que t'es dans le mode, t'es en mode hype et tu vas perdre du temps en fait. Tu vas Ouais. avoir l'impression de rater quelque chose sur le moment, mais au final,
ça se trouve, dans 3 mois, leur méga dose, on va comprendre que bah, c'est pas 30 grammes qu'il faut, j'en sais rien, tu vois. Enfin, Ouais. ça sert à rien de se ruer sur les études et de se faire avoir par la hype. Alors, des fois, c'est pas facile à faire parce que là, par exemple, la créatine, là, peut-être un peu moins en ce moment, mais à un moment donné, la créatine, t'avais je sais pas combien de postes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et t'avais l'impression de dire, ah, si je prends pas ma créatine, je vais pas réussir à performer. Mais les 3 à 5 grammes de créatine par jour, ça fait 30 ans que les bons ils prennent ça. Enfin, les études, elles ont 30 ans. Ça a fonctionné jusque-là. Donc, Ouais. il y a des effets intéressants, mais ça va pas non plus. Tu vas pas tripler ton squat, tu vas pas faire 3 sur ton Ah, t'es total. pas, t'es pas en train de t'injecter de la testo ou de la GH, Non, hein. non. Donc Mm. voilà, faut prendre ça avec intelligence. Ok, bah écoute, on a fait un bon tour dessus finalement. Ouais, mais on est excellent, on est excellent. Il y a toujours, ouais, il y a toujours des trucs à dire, hein. On a toujours des trucs à dire, Adrien. Ouais. Alors, question intéressante, le choix des chaussures. On nous demande notre avis sur le choix des chaussures entre des chaussures plates et des chaussures d'haltéro Ouais. pour le squat. Déjà, quel est ton point de vue là-dessus, toi? Bah alors, pour moi, le but de, enfin, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a il y a 2 points peut-être. C'est les standards. Est-ce que tu es capable de faire ton squat au standard, sachant que, euh, on- sachant que bah, avoir des chaussures d'haltéro, ça va avoir une influence, enfin ça va t'aider au niveau de la flexion de cheville, donc ça peut t'aider à descendre plus bas, et capacité à générer de la force. Donc ça je pense que, enfin, c'est peut-être con de partir là-dessus, mais enfin ça peut paraître con de partir là-dessus, mais c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Donc, parce que en fait je dis ça parce que je vois des athlètes qui se matrixent sur ah il me faut une paire de chaussures avec des talons, il me faut une paire de chaussures plates, machin, mais en fait ils oublient l'essentiel. C'est est-ce que tu es capable de descendre au standard, oui ou non? Est-ce que tu génères de la force? Oui ou non? En général, j'aurais pu. Ouais, vas-y, vas-y. Allez voir notre vidéo Big on the Basics sur le squat pour Ouais, vous rappeler les essentiels. voilà. Donc, Vas-y. bah, ce que je veux dire, c'est tout simplement, est-ce que déjà, est-ce que tu es capable. Est-ce que quand t'as pas de. Moi, je serais plutôt d'avis de partir de base sur des chaussures plates, voir de quoi tu es capable. Si tu es capable d'atteindre les standards en chaussures plates et que tu as une bonne production de force, si tu te sens bien comme ça, bah, reste en chaussures plates. Si tu as besoin, si tu vois que suivant ta morphologie, donc en fonction de la longueur des fémurs ou des tibias, tu vas avoir du mal à atteindre ce standard-là. Et ben peut-être qu'il faudrait considérer prendre essayer des chaussures à talons. Euh, voilà. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand tu es en flat, bah, tu peux essayer plusieurs. Enfin, ça va dépendre aussi de ta structure de hanche. Donc, essayer plusieurs stances. Généralement, quand tu es en flat, bah, tu as une stance qui est un peu plus large. Euh, enfin, voilà. Puis après, quand tu vas reprendre, tu vas être une stance qui est plus large et tu seras plus en flexion de hanche, entre guillemets. Et puis, quand tu vas être sur des chaussures à talons, tu vas être plus sur une flexion de genou. Voilà. Mais c'est vraiment individuel et c'est pas une obligation de passer sur des chaussures de squat. Il y a des gens qui vont très bien fonctionner avec des chaussures plates et d'autres qui vont se sentir mieux avec des chaussures à talons. Ah, voilà. Ouais, Donc je sais ouais, pas ce que t'en bah, penses, si t'as non, d'autres non, choses. bah, pour moi, il faut déjà voir la structure de la personne Voilà, c'est et tu ça. sais, de base, sa mécanique de mouvement. Et un mec qui est très quad dominant, souvent, tu peux faire le pari qu'avec des chaussures de type d'haltéro, Ouais, il va être mieux. il va avoir tendance Hmm. à être plus à l'aise. Après, de base, pour la plupart des gens, je dis bien pour la plupart des gens, je pense que les chaussures plates vont s'imposer parce que c'est rarement la mobilité de cheville qui pose problème, hein, on fait pas de l'haltérophilie. Oui. Enfin, tu regardes un squat d'haltérophilie, il y a une grosse demande Hmm. de dorsiflexion Oui, oui. qu'il n'y a, Il y en a à pas part au. exception, Hmm, hmm. quasiment jamais en force. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les chaussures d'haltéro, pour certains individus, elles ont tendance
il y a certains individus qui managent moins bien leur centre de gravité avec des chaussures d'haltéro. Ils ont tendance à plus facilement partir en avant et on se sent souvent plus stable quand on est bien à plat et ancré au sol. Ouais. Donc pour moi, ça, c'est le point de départ. Et après, selon la structure et où s'il y a des problèmes qui émergent, bah là, tu te diriges sur une chaussure d'haltéro. Euh, je sais que mécaniquement parlant, quand tu es à plat, ça te biaise un peu plus au niveau du pied sur de la pronation. Ça, Ouais. c'est une mécanique qui te permet de produire de la force. Mais si ça engendre des compensations excessives et que, je sais pas, tu as un pied qui est hyper pronateur et que ça nique ta mécanique au squat, bah, le fait de surélever ton talon, ça aide à restaurer de la supination au niveau du Mm. pied. Donc là, tu vois, si tu as un truc comme ça, c'est peut-être intéressant de, de, de foutre une chaussure d'haltéro parce que ça va pas juste avoir un impact sur ta dorsiflexion, mais aussi sur ta mécanique de hanche à ce moment-là. Et je sais aussi que quand tu surélèves ton talon, ça a une incidence sur tu sais, sur la position du bassin. Les Ouais. powerlifters sont très antéversés. Bon, c'est des degrés, c'est très fin, hein, mais ça aide à restaurer un peu de, ça aide à se rééquilibrer par rapport à cette antéversion Ouais. Ouais. qui est très prononcé. Et pour certaines personnes, être dans cette configuration-là, ça peut créer des tensions, tu sais, au niveau des insertions des adducteurs et ou des ischios. Et des fois, du coup, le fait de mettre une chaussure à talons et les quelques degrés de différence que ça va faire, ça peut aider encore une fois la personne à la soulager au niveau des. Ça peut avoir un impact positif, une répercussion positive au niveau des hanches. Mais en contrepartie, ça peut faire que tu vas moins arriver à trouver de la tension en fait sur ces zones-là. Donc pour moi, de base, en fait, quand il n'y a pas de problématique spécifique, il y a tout intérêt à squatter à plat en fait pour du powerlifting. Ah oui, oui, clair. Et le point que tu abordes juste à l'instant, là, sur le fait de perdre de l'attention, en fait, la personne, c'est Laurent là, qui a posé la question. Et en fait, Ouais, Laurent, je sais pas si t'as remarqué, mais jusqu'à présent, il tirait en chaussures d'haltéro, sur son ouais, ok. squat. Et donc, en fait, quand j'ai commencé à travailler avec lui, il avait ses chaussures, j'ai pas voulu le changer tout de suite. Je voulais voir ce que ça donnait. Et là, en fait, on teste le flat. Et justement, à cause de ça. C'est-à-dire, Ah, au milieu de son ok. squat, il perdait de la tension. Et je pense qu'il sera Bon beaucoup bah, mieux en flat. Et d'ailleurs, là, il a testé cette semaine. Il y a plutôt des bons retours. Voilà. Mais c'est ça. Yes. ça se rejoint. Question suivante du coup. Enfin, on a fait le tour de la. Ah si, j'ai un truc à rajouter aussi. Vas-y. Euh, les gens qui font plein, alors qu'en plus c'est rarement utile en force, qui font plein de drills de mobilité pour les chevilles, Hmm. des fois il suffit de juste travailler les mollets en fait Ouais. Alors, ouais. Moi, en amplitude complète. moi Je c'est. le dis parce Il y a que plein de gens pour qui j'ai fait ça. J'ai tout simplement ajouté deux ou trois séries avant, deux ou trois séries avec une amplitude complète, comme tu dis, sur des calves résist, et ça a résolu le problème. Voilà. En guise de move prep, quoi. Tu vois. des fois les solutions les plus simples Souvent, et j'ai envie de dire, sont 90% du terriblement temps, efficaces. c'est le plus simple qui fonctionne. Exact. Bon, question suivante. Putain. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, si, je Allez. vois. Ouais, vas-y. On ne, à savoir qu'on les cite, mais on ne valide pas forcément ces questions hein, pour les auditeurs. Alors, on nous demande, pour toi, pour vous, du coup, tous les Autrichiens sont-ils nazis ou y a-t-il prescription depuis le temps? Bon, Voilà. comme j'ai dit au début du podcast, vous posez des questions de barjo, posez des questions intelligentes. Enfin, il faut qu'il y ait un Équilibre à ratio. niveau. Voilà. Voilà. Donc, bon, on va pas répondre à ça. Non. À part si t'as un avis à. Bah non, mais en plus toi t'as vécu en Autriche pendant un certain temps, c'est toi qui dois avoir un avis. Moi je sais pas, hein, je tu vois. Non, non, bah. Après, je me suis pas. Après, comment dire? Euh,
Je me suis pas Ah, je me suis pas réellement fondu dans la masse, tu vois. Il ouais, faudrait demander à Théo s'il a un avis à ouais. émettre après écoute de ce podcast. Ben, je sais pas, fais une story ou fais quelque chose. Donc, question suivante, qui est là et intéressante. Alors, est-ce qu'en théorie, trois séries de fentes bulgares ou un autre exercice taxant sur un jour est la même chose que de faire une série par jour? Exemple, trois séries le lundi qui devient une série le lundi, mercredi, jeudi, par exemple. Est-ce que niveau hypertrophie, c'est équivalent? Mis à part que ça prendrait plus de temps, est-ce que c'est du chipotage et où est-ce que c'est viable? Est-ce que tu as un avis qui est fondé là-dessus, Adrien, ou pas? Donc en fait là, en fait c'est volume équivalent mais fréquence plus élevée sur une semaine. Qui est Ouais. réparti ouais, sur un Donc exercice que tu aurais du mal à en fait encaisser. tu vas si tu fais trois séries de BSS là, l'exemple c'est le BSS, tu fais trois séries de BSS sur un jour, tu vas avoir un niveau stress élevé euh, sur une séance et puis après ça va décroître sur le reste du microcycle. Si tu fais une série sur enfin, trois fois par semaine, disons que ça va être un peu plus linéaire. Euh, en fait, dans le cadre du powerlifting, où on a déjà des fréquences élevées sur les mouvements de compétition, il va y avoir des interférences avec ton BSS. J'aurais plutôt tendance, moi, euh, à part dans certains cas particuliers, à mettre le BSS sur une séance, en deux ou trois séries peut-être, avec une intensité élevée, et on va dire placé de façon intelligente, pas qu'il y ait d'interférence, qu'il n'y ait pas d'interférence plutôt négative, on va dire. Parce que tu peux aussi placer un stress haut sur ce mouvement-là pour te, pour favoriser, on va dire, les tensions passives, comme tu disais tout à l'heure, et avant ton jour, quelques jours avant le jour principal, et justement être plus performant sur le jour principal. Mais j'aurais plutôt tendance à faire ça. Et après, vu qu'on a déjà une fréquence élevée, notamment là sur des mouvements qui vont solliciter fessiers, quad, etc. Donc voilà, j'aurais plutôt tendance à faire comme ça. Après, dans certains cas, moi, ça m'arrive de programmer un exercice. Alors, bulgarien aussi, ça peut être intéressant, par exemple, pour des gens qui ont des problèmes qui sont nuls en termes de stabilité, par exemple, de le programmer à de Ouais. fréquence régulière, justement et à intensité peut-être moindre, justement pour amener de la pratique, tout simplement. Ça peut être intéressant, mais c'est pas quelque chose que, en tout cas pour du powerlifting, que je vais avoir tendance à programmer sur le long terme. Je vais plus garder un jour sur lequel le mec il va se détruire dessus enfin, adapter. Le programmer de façon, c'est plutôt l'inverse. Je vais plutôt le programmer de façon intelligente pour que ça soit adapté au développement de force sur les mouvements de compétition. Voilà. Parce que Bah, t'en... moi, je suis d'accord avec toi. Et après, je vais partir sur un exemple extrême, mais on va dire que si dans ta semaine, tu faisais que des fentes bulgares, ok? Que c'était ton seul moyen tu pouvais faire que ça, c'était ton seul moyen de prendre des cuisses. Donc là, on sort du contexte du Ouais, powerlifting. Bah, en termes de résultats, parce qu'une fois que tu as envoyé une stimulation, il y a un temps d'atrophie, enfin, tu as un temps d'hypertrophie et un temps d'atrophie qui derrière qui est assez rapide quand même. Si tu faisais que ça serait plus intéressant de faire des fentes bulgares trois fois une série lundi, mercredi, ouais, vendredi en ouais. termes d'hypertrophie que de faire trois séries le lundi. Maintenant, on est régulièrement stimulé puisqu'on a au moins deux fréquences dans la semaine, deux à trois fréquences même, parce que les ressources sont partagées avec le deadlift hein, sur le bas du corps. Donc on a toujours deux à trois fréquences sur les muscles du bas du corps qui sont régulièrement stimulés. Donc sur le principe, il n'y a pas besoin de faire ça. Et si ton exercice, tu l'encaisses, si tu n'encaisses pas tes trois séries de fentes bulgares, bah, c'est peut-être plus intéressant de faire que deux séries pour avoir récupéré sur tes séances suivantes, voire même une seule série, tu vois, si tu penses vraiment que l'exercice il te profite, et de combler ton volume avec d'autres exercices accessoires sur les autres jours, ou sur la même séance, genre avec un leg extension ou D'accord. une adducteur machine selon ce que tu veux travailler, tu vois. C'est
C'est comme ça que c'est comme ça que c'est comme ça que je le vois et que je l'approche Pareil. personnellement. Voilà. Après, si on faisait des Euh, compétitions de Bulgarian Split Squat, ça serait différent. On ferait du ouais. squat une fois par semaine et du Bulgarian 3 fois peut-être. Mais là, Ouais, 2 à 3 fois, ouais, sûrement. Ouais. Ouais. Et puis il faut dire que en soi sur le papier, même si ça pourrait fonctionner, c'est hyper chronophage en termes de ouais. temps de trop setup à chaque fois sur des BSS quoi. Hmm. Voilà, ça tend les couilles comme je dirais. Bah, en plus, le BSS, alors je sais pas toi ce que tu as comme retour d'athlète, moi je trouve ça génial parce que tu te mets une race, mais Ouais. comme il a dit, hein, c'est super taxant. Mais généralement, les athlètes commencent à leur mettre du BSS, et moi, enfin, pas tous, mais mecs, ils arrivent à se plaindre parce que c'est dur, quoi. Bon, si t'en mets 3 fois par semaine, je sais pas si j'aurais des très bons retours en termes d'adhésion. Moi, je pense que j'ai aucun athlète qui le ferait Ouais, deux bah fois par ouais. semaine. J'ai rien que 2 fois. Si, je pense à une athlète qui le ferait, mais la plupart de mes athlètes, je pense qu'ils me diraient va te Bah faire ouais. mettre. Hmm. Euh, Voilà. on a fait le tour sur cette question. Mon dernière question, du coup, comment gérer le volume d'hypertrophie en phase de picking? Et est-ce que certains ont besoin d'une baisse de volume et d'autres de maintien? Bon, alors, Tu veux que je ouais. répète la, tu veux Non, que je non, c'est répète bon, la c'est bon, question, Adrien? c'est enregistré. J'ai pris ma créatine ce matin. Euh, euh, alors, de base, j'ai une approche qui est assez simple sur le picking en hypertrophie. En fait, en hypertrophie, je dis n'importe quoi. Le picking, oui, alors, bref, je recommence. Je reviens à zéro. J'ai peut-être pas pris une méga dose. J'aurais peut-être dû prendre une méga Non, dose. t'aurais dû prendre 10 grammes de plus. Donc, pendant le picking, l'approche que j'ai sur l'hypertrophie, en fait, tu vas avoir une montée d'intensité bah, sur tes lifts de compétition, donc tu vas avoir un stress plus élevé. Ce que j'ai tendance à faire, c'est de garder jusqu'à la dernière semaine de picking, de garder le même volume et la même organisation en termes d'hypertrophie. De façon, on va dire, voilà, ma première approche, ça va être ça. Tout simplement parce que l'athlète, bah, on a mis en place un site de référence qui fonctionne. J'ai pas envie de tout casser au dernier moment. Mm. Sur la dernière semaine, ce que j'ai tendance à faire, c'est venir réduire ce volume, tout simplement parce que bah, tu vas avoir un stress plus élevé dû à la dernière semaine de picking, et ça va permettre, entre guillemets, d'introduire le taper qui va suivre. Mais j'ai une approche très très simple en fait. Je matrixe pas trop là-dessus, enfin je le fais, hein, mais je pense pas que. Après, il y a certains cas particuliers où ça m'est arrivé pour des raisons ou une autre, pour une raison ou une autre de réduire peut-être plus agressivement, etc. Mais ça va être individualisé en fonction de l'athlète et à quoi il répond. Mais ma première approche, c'est ça. Je sais pas ce que t'en dis, mais. Bah, moi aussi, j'ai tendance à avoir une approche stable. En fait, vu qu'on construit un cycle référence où l'athlète crée des adaptations avec on va dire on a un style de programmation qui fonctionne par vague, mais les métriques sont pas non plus, Mm. ne changent pas non plus exponentiellement entre les semaines. Il n'y a pas des fluctuations de stress énormes, mais on a un truc généralement qui est assez stable. Donc sur un picking, tu continues on va dire, à- à- tu continues à créer des adaptations, entre guillemets. Donc tu n'as pas lieu forcément à part cas spécifique, de tout changer. Et moi, ce que je fais souvent, en fait, comme toi sur les fins de bloc, pour réduire un peu la fatigue, c'est que je déload un peu les exercices d'hypertrophie. La plupart du temps, je déload en enlevant, je retire une série en fait. Ouais, bah ouais. On garde de toute façon, on fonctionne pareil, je pense, mais Mm. on garde la dynamique de surcharge, on retire une série. Et pour certains athlètes ou certains exercices qui sont très taxants, des fois, on réduit de 3 RPE, tu vois, peut-être sur des fentes Ouais. bulgares ou des trucs comme ça, Clair. ou sur un RDL par exemple. Et du coup, quand j'arrive sur un bloc de picking, généralement, la peak week, c'est la semaine de compétition, donc c'est là où on va faire le taper et avoir la compétition à la fin.
Et moi, ce que j'aime bien, parce que le picking, c'est souvent là où l'athlète a le plus atteint son pic de fatigue, tu vois. Ce que j'aime bien, c'est sur la semaine 3 du coup, une semaine en avance, c'est de commencer à réduire un peu les accessoires pour être sûr que l'athlète, il prenne pas il prenne pas une cartouche, pas qu'il soit prêt, mais qu'il prenne pas une cartouche à ce moment-là. Donc, je vais garder l'intensité dessus, mais je vais retirer une série comme je pourrais le faire en fin de bloc, souvent ce que je fais, et arriver sur la semaine de taper pour avoir cet effet de surcompensation. Ce qui marche bien souvent, c'est soit je supprime tous les exercices accessoires, tout simplement, ou j'en garde une partie, mais je les mets beaucoup plus légers, juste pour avoir cet afflux sanguin et cette tension passive Et en dans, tendance, c'est ce que j'allais dans rajouter, les c'est tissus. que il y a certains exercices qu'on sait qui fonctionnent très bien pour les athlètes. Et du coup, sur la semaine de taper en particulier, j'ai tendance à en supprimer les 90% mais plus, et garder pour certaines personnes des exercices. On sait que ça va leur permettre de tirer dans de bonnes conditions, quoi. Ou alors des fois, ça peut être aussi un peu psychologique. Il y a des athlètes qui me disent, bah, j'aimerais bien garder ça. Moi, je me dis dans ma tête, bah, je suis pas sûr qu'il y a un intérêt, mais le mec, ça le rassure, donc je lui mets Ouais. une série avec une intensité relativement basse, on va dire, pour qu'il voilà, qu'il se sente bien. Mais voilà. Mais sinon, c'est ça l'approche. Mais des fois, tu as des exercices, tu sais qui sont entre guillemets un peu clés pour l'athlète pour avoir Ouais, des bons ressentis. C'est con, hein, ça peut être une fente bulgare, un RDL, un coucher halter. Bah, tu vas pas forcément, tu vas les alléger, mais tu vas pas forcément les retirer parce que tu sais que c'est ce qui le met dans une bonne disposition pour performer. Et puis à l'inverse, il y a des athlètes qui sont pas du tout impactés par ça. Et tu sais que tu peux tout retirer et que l'athlète va être très bien ouais, pour la compétition. Il y a un gros facteur psychologique parce qu'il y a des athlètes qui conscientisent et qui réfléchissent vachement à ces choses-là. ouais. Et le fait de le conscientiser et d'y réfléchir, ça les impacte. Et j'ai des athlètes qui se posent absolument pas de questions. Et du coup, je pense que on pourrait en laisser ou en retirer. En fait, Ouais. ça ne changerait absolument rien. Enfin, il y a un gros effet psychologique aussi à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, moi, je pense que ça sort un peu de la question, mais l'approche du picking slash taper sur la fin de prépa, je pense qu'il est surcomplexifié en général. Ouais, Et que en fait, bah, comme on l'a dit au début, tu as un cycle de référence. Enfin, faut garder ça en fait. En amenant la spécificité qu'il faut pour te préparer une compétition. Mais au final, c'est une mauvaise idée c'est jamais une bonne idée de changer une structure parce que c'est un taper ou parce que c'est un picking. À part cas très particuliers où, où il y a un pépin qui arrive ou quoi, mais en général, tu gardes. Et puis en plus, même si t'es pas sûr que le cycle de référence, tu vas le garder, peut-être que tu te dis dans ta tête, il y a une évolution peut-être à faire, ça vaut le coup de le pousser jusqu'au bout, parce que du coup, tu vas vraiment tester. ouais. Est-ce que ça marche ou pas, quoi. Voilà. Bonsoir. Bah, c'est pareil. À l'époque, je voyais, tu avais des coachs ou des athlètes par principe de spécificité. Donc, je sais pas, ils avaient deux fréquences. Ils avaient un pause squat et un comb squat. Ils faisaient ça toute la préparation. Mm. Et la semaine de taper, ils vont faire que du comb squat. Ils vont retirer leur pause squat. Ouais. Alors que Oh, finalement, oh. c'est ton pause squat qui t'aide Ouais, à ouais. performer. Donc même si tu fais que ça avant la compétition, si c'est ce que tu as l'habitude de faire, si ton squat principal c'est le samedi et que le mercredi tu fais un pause squat, bah, la semaine avant la compétition, le mercredi, tu fais ton pause squat et c'est probablement ce qui va te mettre en bonne Ouais, ouais. condition, même si tu le fais plus léger que d'habitude parce que tu veux réduire la fatigue, mais c'est probablement ce qui va te mettre en condition pour performer parce que c'est ce que tu as fait jusque-là, quoi. Mm. Ouais, ouais. Non. Bon, on a un peu dévié de la question, mais Ça reste. ouais, Le thème est respecté, le picking. le thème est respecté. On y a répondu. Bon, eh ben, on a fait le tour, Adrien. Ouais. Une heure et demie pour ce petit Q&A. Tu es né. Euh, que dire? Que dire? Quels sont les... Attends, mais je réfléchis s'il n'y a pas des trucs, s'il n'y a pas des éléments à annoncer. Les Euh, France Bench, ouais, voilà, c'est annoncé. donc ben, vous pourrez nous retrouver au France Bench. On sera là je sais plus quel jour les athlètes passent, mais je pense qu'on sera là les 3 jours. Mm. Et
bientôt mon e-book qui sort. Ah oui, Voilà, c'en est où là? Là, c'est voilà. imminent là. Je tease. C'est sur la fin. C'est sur la fin. Après, il faudra faire une relecture Je suis et présent. le mettre un peu en forme, comment on dit, le pimper pour pour qu'il soit vendable. Et, euh, et voilà, tout Ok. simplement. Donc je tease hein, pour ceux que ça intéresse. Je le rappelle, ça fait presque 2 ans que je travaille dessus Et et le... j'ai passé dans les 2 ans, j'ai passé 6 mois et quasiment où j'ai fait quasiment tous les jours de la collecte d'études, du tri et de la synthèse d'études. Donc il y a Expérience. pas mal de recherches associées. Et le thème, rappelle le thème, parce que là tu parles d'e-book, mais Euh, ces mécanismes et stratégies de prise de force. C'est le truc que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à coacher et qui a aussi répondu à mes questions qui ont pu subsister encore il y a un an, tu vois, pour peaufiner mon approche et me permettre de renforcer ma structure. Donc même s'il y a des gens qui sont expérimentés là, qui écoutent ça, je pense que vous aurez des choses à en tirer pour d'autant mieux vous structurer et renforcer vos bases et vos principes. Voilà. J'espère que je l'ai ok. bien vendu Et c'est excellent. et que Je vais ça. en acheter euh, deux exemplaires. je- je- Euh, ouais, ça conclura le podcast. Alors, on vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à mettre un pouce sur YouTube, une étoile sur les applis de podcast, à le repartager surtout sur les réseaux. Et puis, on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. À plus.